Donc en guise d'introduction, bon, il est clair que tout le monde sait aujourd'hui que les évolutions technologiques ont complètement révolutionné la vie sociale et sociétale. Ça a bouleversé complètement, ces transformations majeures ont complètement bouleversé la vie, que ce soit professionnelle et personnelle, puisque tout le monde utilise aujourd'hui des tas de devices qu'ils n'utilisaient pas il y a 20 ans. Évidemment, les industries créatives ainsi que toute leur chaîne de valeur ont été largement affectées par ces bouleversements. Et si longtemps la musique a été complètement indissociable du support, du moment où on a lancé le micro-sillon au CD, il est clair que les dernières 20 dernières années ont été uniquement de la migration du support donc, vers de l'immatériel. Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter en quelques minutes. Donc la mutation a commencé dans les années 2000, on dira. Et j'ai fait 4 petits focus qui me semblent assez essentiels pour illustrer justement cette mutation. Je vais appuyer, normalement ça va aller. Premièrement, c'est le CD. C'est pas PPDA, hein, c'est une petite vidéo que je vais lancer après. Si c'est pas le... Donc le CD a été inventé en 82, donc il faut savoir que Philips et Sony innovent en inventant un lecteur laser, donc qui ne touchait même plus le support en lui-même, et surtout créer aussi un support de 12 cm qui était réputé comme complètement inrayable. On pouvait en faire ce qu'on voulait, il ne se rayait pas, tout ça, donc c'était vraiment absolument merveilleux. Et surtout, ce qu'il faut comprendre dans ce contexte-là, c'est que ça a été inventé par Philips et Sony, et Philips, à l'époque, était le propriétaire et la maison mère de Polygram, qui était donc le leader du marché de la musique en termes de distribution, et Sony est donc le numéro de Sony, la maison de disques, qui était donc numéro 2 sur le marché. Donc en gros, ces maisons mères étaient en train d'inventer un support et allaient utiliser leur filiale pour pouvoir le distribuer d'une manière assez large. Donc juste pour vous donner une petite remise au contexte, c'est une vidéo qui date de 82, pour voir comment le journal télévisé de l'époque pouvait la présenter. Ça devrait démarrer. Donc la vidéo dit, la vidéo qu'on vous enverra, donc, dit que ce support est un support complètement novateur, évidemment que c'était un vrai mode de science-fiction, et qu'en gros, avec un lecteur dont la platine s'ouvrait automatiquement, mettre un CD de 12 cm dedans, un lecteur laser le lisait, enfin franchement, le futur, quoi. Donc c'était vraiment présenté comme ça à cette époque-là. Et en effet, c'était plutôt visionnaire, puisque à cette époque-là, on s'est dit que quand on pouvait posséder des compacts, parce qu'on ne disait pas compact disc, hein, donc des compacts, et une chaîne adaptée, mais vraiment c'était une valeur générationnelle. Et surtout, ce qui était important, c'est que à cette date, le premier support de stockage numérique a été créé. Donc ça changeait un peu de notre environnement basique qui était celui de la cassette, qui était analogique, ou du vinyle, que tout le monde connaît, particulièrement aujourd'hui. Donc en effet, c'était assez visionnaire, parce que si on regarde ce CD dont la vidéo ne fonctionne pas, en 82, quand il a été lancé, le marché de la musique mondiale représentait 17 millions de dollars. En 84, il en a fait 103. Milliards. Non, millions. 103 millions de dollars. Ce qui est déjà pas mal quand même. Parce que quand tu passes de 17 millions à 103 millions, c'est pas mal. Par contre, en 99, il est à 12,8 milliards de dollars. Voilà. Donc en effet, ce support était vraiment très important dans le développement de l'industrie, puisque ça a été vraiment un essor monstrueux, évidemment. Mais encore une fois, on était dans un mode où on créait un support numérique et on ne savait pas encore vraiment les répercussions qu'il pouvait avoir. Deuxième petit focus que j'ai fait, la création du MP3. Vous allez voir, je vais essayer de faire comme un film assez intéressant. Après, tout va s'emboîter. Enfin, en tout cas, j'espère. Donc, ce format a été créé donc, en 91. Bon, initialement, il a été vraiment imaginé pour amoindrir les coûts et vraiment une diffusion on-air, donc amoindrir les coûts principalement pour, par exemple, les radios numériques. Et c'était un support qui a été, enfin plutôt un format qui a été créé, compressé, de manière que la bande passante ou les faisceaux qui étaient utilisés à l'époque coûtent beaucoup moins cher. Donc le business model des gens qui ont créé ça était vraiment basé sur la vente de leur logiciel. Ils n'ont pas réussi tout de suite, hein. Ils ont même essayé pendant 2-3 ans de le vendre, ça a été très difficile, le marché était très petit. Donc ils ont essayé vraiment de retourner leur stratégie et ils se sont dit, bon, puisque le logiciel, on ne veut pas le vendre, peut-être qu'on va pouvoir licencier le lecteur, parce qu'en fait, dans la création du MP3, il y avait 3 phases, bien sûr le format lui-même, mais l'encodeur et le lecteur.
Donc peut-être qu'on va pouvoir licencier le lecteur pour les ordinateurs, puisqu'il faut se dire que dans les années 2000, les principales occupations des foyers étaient de s'équiper justement en ordinateur et en accès Internet. Donc pourquoi pas licencier le lecteur justement au sein des ordinateurs pour pouvoir l'utiliser. Donc chose faite, en effet, ils ont distribué les disquettes avec leur encodeur, ils l'ont mis à distribuer vraiment gratuitement partout, et puis en 80, je l'ai noté, en 95, donc l'encodeur est proposé gratuitement sur Internet, et en 96, le premier MP3, qui était un titre de Metallica, je crois, a été donc trouvé sur les premiers forums de geeks qui commençaient à s'échanger de la musique. Donc c'était assez important parce que vraiment là, les maisons de disques voyaient ça comme un support qui était très dégradé, donc enfin ne le voyaient même pas en fait à cette époque-là. Parce que c'était tellement dégradé au niveau du son, quand on les a sollicités pour leur dire, parce que pendant les 3 ans où ils ont essayé de vendre le logiciel MP3, évidemment ils sont allés voir les maisons de disques. Et là, le support étant tellement dégradé qu'ils ont dit non, non, merci, nous on est plutôt dans un mode où on prône la qualité, donc je pense que ça ne fonctionnera pas. Hop. J'aime bien cette image. Donc le troisième sujet, petit focus que je voulais faire, c'était la création de Napster. Donc là, on va suivre chronologiquement. Donc en 99, un jeune étudiant de l'université de Boston qui s'appelait Sean Fanning, donc crée un petit logiciel qui s'appelle Napster. Donc le constat à l'époque était assez simple. Il avait découvert la merveille qui était le MP3, parce que pour lui ça lui parlait énormément. Mais il avait aussi découvert la lenteur de téléchargement quand il accédait sur ces forums de geeks, et surtout le coût que représentait chacun des téléchargements, parce que pour se resituer dans l'époque, il faut savoir que les abonnements Internet, ça n'a pas beaucoup de vieux dans cette salle, mais les abonnements Internet, on les payait à la minute. Donc quand il vous fallait un peu plus d'1 heure pour télécharger un titre et que vous payez à la minute, ben, c'était un peu problématique, quoi. Voilà. Je vois qu'il y a certains qui ont... Voilà. Donc son concept était assez simple, il s'est dit, bon, il va falloir arriver à trouver une solution pour rendre ça plus interopérable, et donc il a développé une technologie donc pour échanger d'ordinateur à ordinateur, voilà, ça, de pair à pair, en anglais, peer-to-peer. Voilà. Et bien sûr, ce logiciel aussi était assez malin, parce qu'il n'y avait aucun stockage de fichiers directement chez Napster, mais par contre, uniquement, il fournissait uniquement des listes et les emplacements de chacun de ces fichiers au sein des ordinateurs de tous les utilisateurs qui voulaient vraiment le partager. Donc c'était assez révolutionnaire en termes d'utilisation. Au bout d'une semaine, il y a eu à peu près 4000 téléchargements du logiciel. Au bout de 3 mois, 150 000 users réguliers. Voilà, ça faisait quand même pas mal. Et donc, à ce moment-là, évidemment, pour la première fois, on s'est retrouvé avec un site internet qui proposait des millions de titres complètement disponibles. Ces titres étaient souvent très rares, voire pas disponibles dans les FNAC et tout ça. Donc ça, c'était vraiment novateur. Donc en gros, on avait un accès complètement permanent, quasi exhaustif à la musique et surtout gratuit. Difficile. Donc ça a été vite repéré par la RIA, donc la RIA qui est le syndicat des producteurs aux États-Unis, qui a intenté donc un procès contre Napster en 2000. Et quand ils ont intenté le procès, Napster était à 22 millions d'utilisateurs réguliers. C'était 16 mois après leur lancement. On peut dire que c'était un vrai succès. Voilà. Et en 2001, le site a été déclaré comme illégal, bien sûr, mais comme vous pouvez tous comprendre, l'usage était lancé. Et le dernier focus que je voulais faire, il aurait fallu un peu d'eau, je crois. Ça aurait été parfait. C'était sur le premier iPod. Donc le premier iPod a été lancé en 2001. Évidemment, j'ai ma petite vidéo publicitaire, mais je pense qu'elle ne va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de son. Dommage, parce qu'elle était très marrante, aussi bien au niveau vestimentaire qu'au niveau du message. Mais en gros, ce qu'elle dit, cette vidéo, c'est que pour la première fois, on pouvait mettre 1000 titres, donc directement dans un baladeur numérique, sans parler de format. Et donc ça, c'était vraiment révolutionnaire. 1000 chansons dans sa poche, quand même assez bluffant. La seule chose qui était assez importante à savoir, c'est qu'à l'époque où Apple a lancé son iPod, il n'y avait pas de magasin à l'époque. Donc, quand vous allez voir la pub, dans le lien que je vous enverrai, vous verrez qu'évidemment, à côté de l'ordinateur, il y a des tas de CD et tout ça. Et en même temps qu'ils ont lancé
leur iPod, ils ont lancé aussi iTunes, donc qui était vraiment le logiciel qui permettait de gérer l'intégralité de sa bibliothèque numérique, et donc de numériser ses CD, par exemple, et puis les organiser, et après pouvoir les transférer directement dans son iPod. Mais personne n'était dupe, et surtout pas l'inventeur de l'iPod. Il savait très bien que son outil allait servir à pouvoir stocker des tas de titres qu'on pouvait trouver assez largement sur Internet. Voilà. Donc, ils ont lancé, pour information, ils ont lancé leur store en 2003, donc l'iTunes Store, et en France en 2004. C'était quand même 3 ans après le lancement le lancement du lecteur numérique, quoi. Ils ont mis un peu de temps. Donc tout ça pour dire que... Ah, ça c'est la vidéo qui ne fonctionnera pas sans le son. iPod, 1,000 songs in your pocket. Pardon. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il y a un vrai cocktail digital qui a été inventé au fur et à mesure des années, et en gros, tous les éléments étaient vraiment réunis pour arriver à faire en sorte qu'il y ait une vraie dématérialisation de la musique qui soit assez rapide, puisque en gros, on avait un cocktail aussi bien au niveau des ordinateurs à la maison, des accès Internet, la mobilité avec le lecteur, et surtout les sites où je pouvais télécharger l'intégralité de mes titres. Donc en gros, c'est vrai qu'on était dans un mode où tout était réuni, et à côté de ça, les maisons de disques, vous me direz. Ben, les maisons de disques, excusez-moi, c'est celle d'après. Ben, le regard des maisons de disques était complètement différent. Je vous rappelle que les maisons de disques, donc c'était bon, déjà une maison de disques, c'est vraiment une maison de création. Donc c'est leur métier principal, c'est dénicher des talents, arriver à les produire et vraiment les aider à trouver leur public. Et encore une fois, les maisons de disques principales ont eu une culture vraiment, elles étaient très accouplées justement à des fabricants de hardware. Donc à cette époque-là, en fait, la principale occupation des maisons de disques, qui voyaient le CD comme quelque chose de très juteux, on dira, c'est de se focusser sur le vrai problème qui était en train d'arriver pour eux, en tout cas, qui était le graveur de CD. Donc ils étaient vraiment dans un mode où on se disait, bon, graveur de CD, quand même, c'était la possibilité de faire des copies à 100% identiques d'un support qu'on vendait cher à la FNAC et tout ça, et qui était complètement accessible. Et en gros, donc le focus était vraiment basé là-dessus, c'était en 98, je pense, oui. En 98, de mémoire, il y avait 35 millions de CDR qui avaient été vendus et plus de 300 000 graveurs de CD. Donc les maisons de disques étaient là à se dire c'est un phénomène de cours d'école et tout le monde va pouvoir copier ces CD, comment on va faire pour les vendre? Et ça a été encore plus amplifié à l'heure où Philips, en 98, a décidé de vendre Polygram. Donc ils décident de le vendre à une autre société. Et quand ils décident de le vendre, 2 mois après, ils sortent leur premier graveur de CD. Donc quand on a été biberonné à arriver à distribuer les innovations technologiques de notre maison mère et qu'on vous dit, ben non, on vous vend, et puis juste après on sort un graveur de CD, vous imaginez bien que le MP3, ils étaient un peu loin de ça, quoi. En plus, en pensant que le MP3 était un support plutôt, comment dire, dégradé, tout ça au niveau du son, vraiment le focus était vraiment axé sur les graveurs, donc un peu à côté. Mais en 2000, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de 20 millions d'utilisateurs au sein de Napster, ils se sont dit quand même que, enfin nous sommes dit, puisque j'y étais moi aussi, je me désolidarise, non pas du tout, j'y étais, donc nous sommes dit en 2000, mais globalement que ça serait peut-être bien de mettre une offre légale en place, parce qu'il y avait un usage, il y avait absolument toute la technologie disponible sur le marché, donc ça serait assez intéressant de faire en sorte que l'offre légale puisse se développer. Ça n'a pas été une mince affaire pour ceux qui étaient là, il y en a certains dans la salle. Ça n'a pas du tout été une mince affaire, puisque la priorité des maisons de disques et la peur principale des maisons de disques, c'était de se dire que tout était
piratable et piraté. Donc en gros, quand ils ont voulu mettre en place une offre légale, quand on a voulu mettre en place une offre légale, en gros, on a essayé de mettre des systèmes qui empêchaient le piratage. Donc vous imaginez, on a installé par exemple des DRM dans les fichiers. Quand une plateforme arrivait, ou en tout cas une future plateforme arrivait chez nous, on disait je veux licencier votre catalogue pour pouvoir le vendre sur une plateforme de téléchargement. On lui disait oui, oui, très bien, mais par contre il faut que vous mettiez des DRM. Donc c'est quoi les DRM? Alors, les DRM, c'est un truc super simple. Ça empêche les personnes de pouvoir graver plus de X fois leur CD, enfin plutôt leur MP3 téléchargé. Et ça les empêche de les transférer plus de X fois sur des baladeurs numériques. Enfin, vous imaginez, des gens qui voulaient rentrer dans la légalité, acheter de la musique. Bon, c'était un petit peu difficile pour eux d'arriver à s'y retrouver. En gros, on avait une image assez frappante chez nous, parce qu'il y avait un peu des dilemmes en sein des maisons de disques. On avait l'impression de vendre un peu des disques carrés pour mettre dans des lecteurs ronds, donc c'était assez difficile. Mais en gros, la personne qui a vraiment réussi à mettre en place une offre légale et optimale, évidemment, je l'ai mis sur la photo, c'est Steve Jobs. Steve Jobs qui, lui, voulait vraiment faire en sorte que ses iPods se vendent un max. Il voulait aussi avoir le support de l'intégralité de l'industrie. Donc c'est vrai qu'il a vraiment créé un écosystème fort entre son iPod et son iTunes qui a permis à l'ensemble des possesseurs de ces outils-là à avoir une vraie possibilité, une interopérabilité complètement fluide. Et c'est ainsi que iTunes est devenu la plus grosse plateforme de téléchargement sur le marché. Voilà. C'est pas trop long, ça va? Je n'ai pas du tout suivi le temps. Il faut qu'on arrive à la période actuelle. C'est ça, exactement. On est qu'en 2003, là. On y arrive. Non, ça c'était... oui, c'est vrai, c'est 2003. 2003, 2004. Voilà. Donc on y arrive. La naissance du streaming. Encore 15 ans. On avance chronologiquement. Donc en 2005, alors, ce qui est assez intéressant, c'est de comparer vraiment l'avance du streaming, enfin la naissance du streaming au téléchargement. Alors pour remettre un peu dans le contexte, en 2005, on voit l'apparition de notre plateforme favorite, comme Sébastien l'a bien souligné, donc le lancement de YouTube, qui pour la première fois, avec le développement de l'Internet haut débit, donnait la possibilité aux internautes de pouvoir consulter des vidéos directement sur leur ordinateur, sans même les télécharger, directement online. Donc ça a vraiment été les balbutiements, enfin le début du streaming, évidemment. Ensuite, il y a eu un lancement en 2007 qui a été celui de SoundCloud. Donc SoundCloud, un site de streaming aussi, mais plutôt un site de niche orienté sur des musiques électroniques principalement, où beaucoup de DJ mettaient des sets et tout ça, enfin des mix, on dira, donc en ligne. Et ça a donné pas mal d'idées, notamment à deux gros streamers actuels. Le premier, c'était Deezer, donc qui était une compagnie française qui a créé son premier site en 2007, qui lui aussi venait d'un site, enfin d'un passé un peu pirate. Et en 2008, celui de Spotify, qui lui aussi venait un peu d'un site pirate. On n'est pas là pour parler des pirates, mais en gros, ils ont développé leur écosystème de streaming avec des technologies plutôt axées sur les torrents. Et en fait, ça fonctionnait très très bien. Donc du coup, ils ont vraiment fait les démarches pour arriver à les légaliser. Donc une fois que ces services sont arrivés sur le marché, et une fois qu'ils ont réussi à négocier avec les maisons de disques pour pouvoir obtenir les licences de leur catalogue, il y a eu une vraie considération sur le positionnement économique de leur modèle économique. Au départ, Deezer, quand il s'est lancé en France, ils se sont vraiment lancés avec un slogan qui était « Enfin, la musique légale et gratuite directement utilisable sur le web ». Ce qui n'a pas été très simple pour eux, puisqu'ils partaient sur un modèle où ils pensaient que la publicité allait financer les coûts de licence. C'était surestimer le marché publicitaire de l'époque, puisque ça a été très, très difficile pour eux pour arriver à rentabiliser ça. A contrario, Spotify est arrivé sur le marché avec une offre aussi gratuite, mais une offre d'abonnement. Et donc, ça leur a permis de créer un funnel de conversion dans le gratuit, donc permettre à des gens de pouvoir tester leur service directement dans le funnel gratuit, avec quelques contraintes, même beaucoup de contraintes, et ensuite de les amener vers un modèle payant. Donc là, évidemment, on a tous vu, enfin, les maisons de disques ont tous vu une aubaine dans l'abonnement, en se disant on va avoir une possibilité peut-être de croissance en licenciant nos catalogues au sein de l'abonnement et en prenant en gros une partie des revenus de l'abonnement que la plateforme proposait. Donc on a tous vraiment poussé ce modèle de l'abonnement. Quand je dis tous, c'est tous.
Alors, ce qui est important dans l'abonnement, et c'est là où on arrive vraiment sur les modèles et tout ce qui a évolué ces dernières années, c'est que pour la première fois de notre histoire, donc de maison de disques, on a changé notre modèle économique qui était basé culturellement sur la vente de supports et sur un modèle où l'intégralité de la rémunération viendrait de l'écoute de notre musique. Alors ça semble bête aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'à l'époque, c'était vraiment, vraiment un grand bouleversement, même encore aujourd'hui, mais un vrai bouleversement pour nous, parce qu'on était éduqués à vendre vraiment des supports, et après, ce que faisaient les personnes avec les disques qu'ils achetaient, ça nous importait peu. Vous voyez, s'ils pouvaient l'écouter 1 million de fois, le prêter, l'écouter dans la voiture, ou s'en servir pour caler leur table, c'était pas très important pour nous. L'essentiel, c'était vraiment de vendre le support. Et là, pour la première fois, on était dans un modèle où la musique qu'on produisait devait être écoutée un maximum pour pouvoir faire en sorte que les rémunérations de des maisons de disques soient importantes. Voilà, je ne peux pas tout débattre sur le modèle économique, mais je pense que vous connaissez déjà assez bien ça, puisqu'il y a quand même pas mal de papiers qui en parlent. Donc, tout ça pour dire que changement de modèle, changement de structure. Globalement, on était dans un environnement où les maisons de disques depuis 40 ans étaient articulées autour d'une direction artistique, d'une direction marketing, d'une direction promo, d'une direction commerciale. Donc dans un modèle assez connu et assez, je dirais pas basique, mais en tout cas vraiment implanté chez nous. Et ensuite, avec l'avènement du streaming, l'intégralité de notre structure a dû être revue en profondeur, évidemment parce que avec des nouveaux usages, on devait vraiment adapter nos structures au niveau global parce qu'il y avait énormément de nouveaux métiers qui apparaissaient. Quand on parle de streaming, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, dans le streaming, le support principal d'écoute du streaming, c'est la playlist. La playlist, c'est un modèle aujourd'hui qui génère pratiquement... Enfin, la source playlist est à la base d'à peu près 75, je ne devrais pas le dire, mais je vous le dis quand même, 75% des streams sur les plateformes justement de streaming. Donc en gros, c'est vraiment le support qui a vu, qui est né avec le streaming. Donc arriver à faire en sorte que les titres soient playlistés soient intégrés dans ces playlists-là, ça devenait vraiment clé dans notre écosystème. Après, il y a des playlists, donc il y a plusieurs types de playlists, il y en a 3. Hein, donc il y a les playlists qui sont éditorialisées par les plateformes elles-mêmes, donc qui créent elles-mêmes, des playlists qui sont éditorialisées par des services de playlisting extérieurs, donc d'éditorialisation de playlists. Il y en a certains sur le marché, Dixter, Filter et tout ça. Et ensuite, les playlists qui sont vraiment des playlists influentes ou pas de lambda. Donc en gros, il fallait vraiment structurer notre approche d'une manière assez justement organisée pour pouvoir s'adresser à l'ensemble de ces structures-là, de manière à pouvoir insérer au mieux nos titres dans ces playlists et donc générer beaucoup plus de streams. Voilà, donc en gros, dans les modifications structurelles, outre les playlists, il y a eu vraiment la création d'énormément de nouveaux métiers et qui ont fait vraiment évoluer grandement les structures de nos maisons de disques. On a intégré par exemple des community managers. Ça, c'était quelque chose c'était arriver à gérer des communautés sur les réseaux sociaux, c'était quand même assez nouveau puisque pour la première fois, on avait un lien avec Internet qui était vraiment avec le consommateur, alors qu'avant, on passait toujours par des intermédiaires qui étaient des distributeurs. On a vu arriver des responsables marketing online chez nous qui étaient vraiment des spécialistes de comment marketer sur le web. On a vu arriver des responsables de marketing d'influence, donc comment arriver à parler à des influenceurs extérieurs pour arriver à faire en sorte qu'ils parlent au mieux de notre musique, un peu des attachés de presse, nouvelle formule. On a vu arriver des content managers, donc des gens qui étaient vraiment là pour arriver à créer des contenus qui étaient adaptés aux supports sur lesquels on le diffusait, donc des supports vraiment web avec des formats complètement innovants, autres que des vidéoclips basiques, enfin basiques, je m'entends, classiques, je dirais plutôt. On a vu arriver aussi des gens qui étaient spécialistes dans la CRM, dans le consumer marketing, enfin plein de choses nouvelles qui ont vraiment bouleversé notre approche et nos structures. On a vu, comme je vous l'ai dit, arriver des responsables de curation de playlists, des data analystes, des directeurs de stratégie digitale, c'est ça mon job, enfin directeur stratégie digitale. Donc c'est vrai que ça a été quand même pas mal de bouleversements assez importants au niveau de notre structure.
Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le digital chez nous a impacté énormément l'ensemble des métiers. C'est-à-dire, évidemment, il y a eu des nouveaux métiers, mais aussi les métiers dits basiques et classiques. Un attaché de presse aujourd'hui qui parlait uniquement à la presse, justement, s'est vu étendre ses compétences, en tout cas avait la nécessité d'aller s'adresser aussi à des nouveaux supports, donc des pure players sur le web, des blogueurs, enfin des choses des personnes qui incarnaient aussi la nouvelle presse ou les nouveaux leaders d'opinion qui pouvaient se retrouver directement sur le web. Un chef de projet aujourd'hui, quand il réfléchit, il ne réfléchit plus à comment je fais ma pochette, où je vais mettre mon clip. Enfin, il y a vraiment une stratégie d'approche et un timing qui est complètement différent de ce qui pouvait être avant. Un directeur artistique, ce n'est plus simplement un coaching d'un artiste dans son univers et tout ça. Il y a aussi toute une projection sur comment il va pouvoir créer des contenus et une approche un peu différente et différenciante pour arriver à positionner son artiste au sein des nouveaux médias. Voilà, c'est à peu près ça. Donc en gros, voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. C'était vraiment que ce bouleversement d'habitude et d'usage a fait aussi un bouleversement dans notre structure. On a essayé de s'adapter au mieux, en tout cas, pour arriver à développer, à continuer à développer nos productions et à soutenir nos artistes. Et j'espère qu'avec ce relais de croissance qui est le streaming, qui semble être plutôt très prometteur quand on voit les chiffres mondiaux de développement du marché de la musique, en tout cas, pourront nous aider à continuer dans cette voie.